Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 59. 59 comme les 59,6 millions de dollars de salaire pour Stephen Curry en NBA cette saison. Le basketteur des Golden State Warriors demeure le joueur le mieux payé de la ligue pour la 3e saison consécutive. Au sommaire de l'émission ce soir, 6e visite de Benjamin Netanyahou aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump depuis le début de son second mandat. Le président américain a-t-il rassuré le Premier ministre israélien sur le dossier iranien? Débat dans quelques minutes. Vous aurez ensuite rendez-vous avec le traditionnel tour de l'info. Les États-Unis autoriseront le Hamas à conserver certaines armes légères. Est-ce qu'on marche sur la tête? Débat en fin d'émission. L'équipe de Ça se débat a le plaisir d'accueillir ce soir Roland Pérez pour parler du film désormais culte Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Et vous découvrirez la suite des aventures de Julien Assal, actuellement au Maroc, pour un mariage. J'aime beaucoup ce programme. Je vous présente tout de suite les débatteurs du soir, un casting que j'aime beaucoup aussi. Ça se débat, saison 1, épisode 59, en compagnie de maître Amir Badran. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, ça va. On a un petit problème avec le fait que c'est la 2e semaine de suite, d'affilée, que Rachel et moi, on ne débatte pas ensemble. Ah, vous ne faites pas le face-à-face. On ne fait pas le face-à-face. Et du coup, il y a sa maman, qui est une téléspectatrice qu'on embrasse, que j'envoie des bisous, qui dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous retrouverez sûrement Rachel la semaine prochaine pour le face-à-face. Est-ce que vous avez vu les images de Fronde de David, des essais de Fronde de David? Non. On regarde et on vous fait réagir. Est-ce que ça vous rassure face aux menaces qu'affronte Israël d'avoir un système de défense antimissile aérien aussi performant que Fronde de David? Écoutez, c'est très bien qu'Israël est à la pointe de la technologie. C'est quelque chose de très, très bien pour Israël, pour l'armée israélienne surtout. Est-ce que ça me rassure? Non, ça ne me rassure pas du tout. Non, il ne faut pas chercher la guerre. Je comprends votre position, Amir Badran, qui est traditionnelle sur ce plateau. En face de vous, maître Alexandre Bensoussan, comment allez-vous? Très bien, jusqu'à ce que j'entende les propos d'Amir sur la fronde de David. La fronde d'Eitan, c'est-à-dire qu'en fait, ça a été renommé au nom de Eitan Oster, qui était un officier de Egoz qui est tombé lors du début de l'opération au Liban en octobre 2024. Et son père, qui est un des développeurs, a eu cet honneur qu'on donne en fait le nom fronde de Eitan en son honneur. Moi, personnellement, ça me rassure énormément puisque c'est un système, on le rappelle, qui est défensif et c'est un système qui va pouvoir nous permettre en fait de dépenser $3 au lieu de $50,000 par missile du dôme de fer qui a été tiré. Donc, c'est un système qui est là pour assurer uniquement la défense d'Israël. Donc, je pense que qu'on soit d'accord ou non, c'est un système qu'on doit voir sous un angle entièrement positif. Et à Paris, je salue Mathieu Alterman. Bonsoir Mathieu, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien et vous? Ça va. Vous avez un coup de gueule, je crois, à passer concernant une émission diffusée sur une chaîne concurrente. Racontez-nous. Absolument, M6, lundi soir, diffusait un documentaire produit et réalisé par Karine Le Marchand sur les vagues d'immigration en France depuis le début du XXe siècle. Je me faisais une joie, c'était très intéressant. Vous voyez les vagues d'immigration qui venaient d'Arménie, d'Italie, d'Algérie. Et à aucun moment, pendant 2 heures, n'a été fait allusion aux immigrations juives, qu'elles soient ashkénazes ou séfarades. Ce qui est quand même assez étonnant parce que on connaît l'histoire des Ashkénazes qui sont venus en disant on est heureux comme un juif en France après l'affaire Dreyfus, des vagues d'immigration massive dans les années 30, et puis surtout la Shoah qui en a décimé une grande partie. Je pense qu'on aurait pu consacrer
1 ou 2 minutes à ce sujet dans une émission de 2 heures consacrée à l'immigration, surtout quand on sait ce que cette immigration a apporté, que ce soit politique avec des gens comme Robert Badinter ou Pierre Mendès France, ou artistique avec des gens comme Gainsbourg, Barbara, Jean-Jacques Goldman, Michel Jonas, Michel Polnareff. C'est assez étonnant et je pense que c'est voulu. C'est pour ça que je ne suis pas content. Je comprends votre coup de gueule, Mathieu. Et à vos côtés, bonsoir Rachel Bourlier. Comment allez-vous ? Écoutez, quand je suis avec ma Dream Team préférée, je vais très bien. Même si on a des sujets parfois très, très lourds. Bien sûr. Quand je vous retrouve, je suis heureuse. Il y a le coup de gueule de Mathieu et le coup de cœur de Rachel. On vous écoute. Exactement. On va recevoir mon ami Roland Pérez. Donc, j'avais envie de vous parler de son livre « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan » sur sa vie, celle de sa maman. C'est pas celui que vous m'avez envoyé tout à l'heure. Vous m'avez envoyé rapidement, La lumière vacillante. Alors oui, rapidement, voilà. Alors, La lumière vacillante de Nino Arachvili, bien sûr. Vous savez que je suis une inconditionnelle des livres avec des destins incroyables, comme celui de Luca Di Fulvio et du Gang des Rêves. Et ben, c'est à peu près dans le même ADN. Voilà, c'est une amitié de 4 jeunes femmes. Ça se passe en Géorgie. C'est des destins déchirés et des destins incroyables. Une amitié entre ces 4 jeunes femmes. Et je vous le conseille très chaleureusement. Je viens de le commencer. Et quand je vous avais dit un jour que Luca Di Fulvio était mon auteur préféré et je vous avais conseillé le Gang des Rêves et j'étais frustrée de ne pas retrouver un auteur qui me bouleversait, eh bien voilà, je vibre à nouveau et je vous conseille chaleureusement de découvrir cet auteur. Et rapidement, comme on va recevoir Roland Pérez, je vous le conseille également. Voilà. Merci à tous les quatre. Les présentations je vous sont le conseille. faites. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question Judée-Samarie, le jeu du gouvernement israélien en vaut-il la chandelle ? Vous êtes d'accord à 78% avec Samuel Lévy. Et à la question, est-ce que seule la destruction du régime iranien apportera la paix au Moyen-Orient ? Vous êtes d'accord à 75% avec Barbara Lefebvre. Passons sans plus tarder au premier débat de cette émission. Benjamin Netanyahou et Donald Trump se sont quittés il y a quelques minutes après près de 3 heures d'entretien à la Maison-Blanche. Quelques heures auparavant, depuis l'Australie, le président israélien Yitzhak Herzog avait dit espérer en amont de cette rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump qu'elle permette de lutter contre l'empire du mal que représente l'Iran. À Jérusalem, des responsables ont exhorté les États-Unis à maintenir des lignes rouges dans les négociations nucléaires avec l'Iran dans un contexte de scepticisme quant aux chances de parvenir à un accord. Cet espoir présidentiel et ce scepticisme sécuritaire ont inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons posé cette question aux débatteurs du soir. Donald Trump abandonne-t-il Israël face au danger iranien ? Alexandre Bensoussan a répondu oui et Rachel Bourlier a répondu non. SAS Débat saison 1, épisode 59, face à face numéro 1. C'est parti. Alexandre, vous connaissez le principe, vous commencez, vous aurez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs qui voteront ensuite sur le compte Instagram d'i24 News en français. Rachel, vous ne débattez pas avec Amir, mais ne soyez pas perturbés. Vous connaissez le principe, 1 minute de débat face à Alexandre Bensoussan. Tout le monde est prêt ? Bien sûr. Alexandre, c'est à vous. Et si Donald Trump s'est tenu parfois aux côtés des Israéliens, il ne faut surtout pas se méprendre. Je pense que trop longtemps et trop de fois, on a cru en Israël et on a été bercé, biberonné au fait que les États-Unis soutenaient de manière inconditionnelle et offraient leur soutien absolument indéfectible aux Israéliens et aux Juifs. En revanche, Donald Trump, et on l'a vu à plusieurs reprises, n'a jamais fait pour lui de la défense d'Israël son absolue priorité. En réalité, sa priorité a toujours été de promouvoir l'essor des États-Unis. Et je me pose la question de savoir si c'est quelque chose qui est logique, et la réponse est bien évidemment oui. Lorsqu'il est venu en Israël pour la délivrance des otages, lorsqu'il a promu la délivrance des otages, c'était parce que cela pouvait l'arranger et l'avancer afin d'obtenir un prix Nobel de la paix, et sur le plan international. Mais en réalité, ce qui importe véritablement le président Trump, c'est l'essor des États-Unis, c'est l'essor économique des États-Unis, comme ce qu'il a fait au Venezuela, comme la guerre économique contre la Chine. Merci. Merci beaucoup, Alexandre Bensoussan. Pile la Chine. Rachel Bourlier, c'est à vous. Alors non, je ne pense pas que Donald Trump va abandonner Israël pour une simple raison.
Il a des intérêts économiques dans cette région. Il va donc essayer de trouver des solutions sur le nucléaire et sur les missiles balistiques. Et il a également laissé le porte-avions et un second est en train d'arriver au Moyen-Orient. Donc déjà, ce point-là. Et on connaît Donald Trump, c'est un homme qui aime la fermeté et c'est pas le genre à se laisser impressionner par le régime iranien. Il va plutôt essayer de l'asphyxier. Et quand on est en train d'abandonner son allié, on ne le reçoit pas. Et il a reçu déjà en un an 7 fois Benjamin Netanyahou. Alors discuter avec l'Iran, ce n'est pas un problème pour Jérusalem. Ce qui serait plutôt inquiétant, c'est qu'un mauvais accord soit signé. Alors c'est pour cette raison que Benjamin Netanyahou s'est précipité à Washington pour rencontrer justement Donald Trump et de discuter avec lui, ce qu'il a fait pendant 3 heures. Et donc, quand on abandonne son allié, on ne discute pas avec lui, on ne le reçoit pas comme il l'a fait. Donc je ne pense pas qu'il va abandonner. Merci beaucoup. Israël. Alors, juste une information qui vient de nous parvenir. Après sa rencontre avec Netanyahou, Donald Trump a déclaré « Aucun accord définitif n'a été conclu, si ce n'est que j'ai insisté pour que les négociations avec l'Iran se poursuivent. » Alors, Mathieu Alterman, est-ce que vous comprenez cette volonté des États-Unis de négocier avec l'Iran sur le nucléaire ou c'est juste, selon vous, peut-être un jeu de dupes voué à l'échec avant la guerre? Alors, vous répondez avant moi, oui, c'est un jeu de dupes voué à l'échec, mais je ne pense pas qu'il y aura la guerre. En revanche, je ne suis pas d'accord avec votre titre. Donald Trump abandonne-t-il Israël face au danger iranien? Non, Donald Trump abandonne également les Iraniens face au danger des mollahs. Et c'est ça qui devrait nous mettre en colère tous, pas que les gens qui s'occupent de ce qui se passe en Israël. Moi, j'ai un peu l'impression de voir, quand je vois Donald Trump de plus en plus, j'ai l'impression de voir des gens qui font des concours un peu, excusez-moi, je vais être vulgaire, de celui qui a la plus grosse. Et en général, ceux qui font ça, c'est ceux qui n'ont justement pas la plus grosse. Et on est quand même dans de la communication pour l'instant. Je pense qu'il n'ira pas au bout. Parce que les enjeux économiques, au final, ils sont plus intéressants pour lui s'il n'y va pas, malheureusement. Et que l'Amérique a toujours fait ça. L'Amérique intervient quand elle est gagnante économiquement. Ça a toujours été comme ça, quelle que soit leur intervention, malheureusement. Voilà. Amir Badran, est-ce que selon vous, Israël influence vraiment encore les décisions diplomatiques, politiques des États-Unis, comme l'imaginent certains complotistes ou des gens qui pensent que Netanyahou tire les ficelles de la politique américaine? Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. Je dirais qu'Israël n'a pas vraiment cette influence qu'elle veut montrer au monde qu'elle a. Elle ne l'a pas vraiment. Elle essaye de toutes ses forces de convaincre que ce soit le monde entier ou que ce soit directement le président américain de ses propres intérêts, de le mener à travers la politique américaine. Je crois que la politique américaine, d'après ce qu'on voit, d'après ce que l'expérience nous montre, que Trump, il est surtout poussé non pas par les intérêts des Israéliens, mais par ses propres intérêts à lui, les intérêts de l'Amérique, comme il dit l'Amérique d'abord, et puis surtout business. Il parle business. Et quand il regarde un peu le Brésil, quand il regarde Venezuela, quand il regarde l'Iran, même quand il regarde à Gaza, il voit surtout qu'est-ce qui va en bénéficier. Combien de millions de dollars il peut avoir, que ce soit le pétrole, en baril de pétrole, que ce soit les minerais d'or, que ce soit, peu importe, l'immobilier, c'est toujours l'intérêt de Trump qui précède. Alexandre Bensoussan, on va faire un petit pas de côté par rapport à cette rencontre dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Un petit pas de côté, mais toujours pour continuer de parler de l'Iran. J'imagine que vous avez vu cette information. Le secrétaire général de l'ONU a adressé ses plus sincères et chaleureuses félicitations à l'occasion de la fête nationale de la République islamique d'Iran, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir des mollahs à la tête de l'Iran. Il a décrit les fêtes nationales comme une occasion importante de réfléchir au parcours d'un pays, à son rôle et à ses contributions au sein de la communauté internationale, ainsi qu'aux idéaux qui façonnent son avenir. On attend la même lettre pour Yom HaAtzmaut, je pense qu'elle n'arrivera jamais. L'ONU est une instance qui a perdu toute crédibilité aux yeux du monde et sur ce point-là,
et attention, c'est un point qui ne va pas contredire ce dont on parlait précédemment, moi, je peux comprendre en fait les démarches de Donald Trump qui finalement suit son programme. Make America Great Again, il met l'Amérique au premier plan, et si j'étais américain, je serais fier de l'avoir comme président. En revanche, je comprends tout à fait Donald Trump de vouloir remplacer l'ONU et remplacer justement cette instance qui n'a plus aucune crédibilité, parce que, comme on le voit, lorsqu'on voit ce genre d'événement, on ne peut pas leur accorder une once de confiance. Rachel, pour conclure ce tour de table et pour conclure ce débat, vous êtes plutôt globalement tous d'accord sur ce comportement de Donald Trump vis-à-vis d'Israël. Parlons aussi, et je rebondis sur ce que disait Mathieu à vos côtés il y a quelques minutes, l'abandon aussi du peuple iranien. Parce que le vice-président américain a déclaré tout à l'heure, tout renversement du régime iranien dépend exclusivement du peuple. Donc là, l'abandon, il est acté, il est verbalisé, et contrairement à ce que disait Donald Trump il y a encore quelques semaines, l'aide n'arrivera pas. Il a quand même poussé des gens à aller manifester dans la rue, qui se sont fait massacrer parce qu'ils pensaient que l'aide américaine allait arriver. La population iranienne attend l'aide américaine ou israélienne, et l'ancien champion du monde de boxe l'a dit très courageusement, Mayor Manchipour Khamenei, je crois son nom, pardonnez-moi si je ne le prononce pas très bien, l'a dit il y a quelques heures sur une antenne concurrente, l'a dit une grande majorité de la population iranienne n'est pas hostile à Israël, bien au contraire. Il a dit, moi j'ai ouvert une bouteille de champagne quand Israël a attaqué et est venu bombarder l'Iran pendant la guerre des 12 jours. Et la population iranienne n'est pas antisémite, et le peuple attend aujourd'hui et a besoin des Américains et d'Israël, parce que le peuple est allé au bout du bout, ils ne peuvent pas faire plus. Donc, en effet, ils ont besoin, et il ne faut pas que Donald Trump les abandonne. Merci. Donc, il faut espérer, en effet, que, contrairement à ce qu'a dit mon voisin, il ne faut pas que les Américains les abandonnent. Et moi, je ne suis pas... Ah non, mais je ne veux pas qu'ils les abandonnent. Moi, je ne pense pas que les Américains vont abandonner, parce que si la solution sur les missiles balistiques, s'il n'y a pas c'est ce qu'ils ont fait en juin, Rachel. un sujet, je ne pense pas qu'Israël ne va pas laisser ça. Rachel, je voulais juste une phrase par rapport à ce que vous aviez dit en fait lors de notre premier débat. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'en juin, on sait quand même que Donald Trump, puisqu'il l'a tweeté, Donald Trump et Steve Witkoff ont fait se rapatrier, ont ordonné à Benjamin Netanyahu de rappeler des faire avions en sorte que toute la flottille donc aérienne israélienne qui était en route pour l'Iran, pour aller bombarder en fait le bunker de Khamenei et pour aller bombarder en fait les dernières positions des gardiens de la révolution, se replie. Donc il a acculé. dit stop. Il a écrit en majuscule. Exactement. Stop, et il l'a même tweeté. Il l'a tweeté. Merci. Et ma chère Rachel, vous parliez de Mayar Manchipour, que nous recevons fréquemment sur cette antenne. Passons maintenant au tour de Voilà, main. merci. Rachel, un article de nos confrères du site Boulevard Voltaire. Un mannequin de Jordan Bardella brûlé lors d'un festival basque. L'événement qui a eu lieu ce week-end était organisé par une école primaire en partenariat avec la mairie. Une réaction, Rachel, à ces images ? Écoutez, moi, je suis consternée. Alors, je dois être old school, mais je suis maman. Mes enfants, certes, ont 24 et 31 ans. Mais me dire qu'aujourd'hui, dans une école avec des enfants, que des parents laissent faire ça, ça me fait penser à une chanson de Luigi Pica, Putain d'époque. Voilà, pardonnez-moi, mais j'ai honte et je me dis, mais j'espère qu'on va saisir le rectorat, parce que psychologiquement, alors si ça avait été la même chose, mais avec une marionnette de Mathilde Panot ou Sandrine Rousseau, alors là, ce n'était pas la même chose. Mais vous voyez, au-delà des considérations politiques, moi j'ai envie de dire, je ne vois rien de satirique, je ne vois rien, c'est pas un carnaval, je trouve ça scandaleux, parce qu'on est dans un cercle d'école. Psychologiquement, ça veut dire inciter des enfants à la violence. Et après, on nous dit qu'il y a des agressions, on parle de violence, mais dans quelle époque vivons-nous ? Et il y a des enfants qui se font agresser. On glorifie là la violence en faisant ça. On brûle Mathieu veut réagir. un homme. Oui, C'est non, mais scandaleux.
Oui, sans compter qu'ils sont nuls, parce qu'ils lui ressemblent pas du tout. Je ne sais pas si vous avez vu le dessin. Le truc, c'est quand même une catastrophe. Non, mais bon, il n'y a rien de satirique, il n'y a rien de drôle. On est obligé d'en rire parce que c'est tellement lamentable. Qui a eu l'idée, quoi. C'est surtout ça. Et quelle que soit la personne politique, on brûle pas. Non, mais là, c'est au-delà des considérations politiques. Là, c'est vraiment. Oui, non, mais on brûle pas des marionnettes à des effigies des gens, et encore moins dans des écoles. Alors, on vient de recevoir un communiqué du cabinet du Premier ministre israélien suite à cette rencontre avec Donald Trump. Le Premier ministre Netanyahou vient de conclure une réunion à la Maison-Blanche avec le président américain Donald Trump et son équipe. Au cours de cette réunion, ils ont abordé les négociations avec l'Iran, la situation à Gaza et l'évolution de la situation régionale. Le Premier ministre a évoqué les besoins sécuritaires de l'État d'Israël dans le cadre de ces négociations et les deux dirigeants se sont engagés à poursuivre leur étroite coordination et leurs relations. C'est assez laconique comme communiqué. Mon directeur du lycée me disait beaucoup de mots pour ne rien dire. Donc c'est là, exactement ça. Quand vous faisiez des dissertations, beaucoup de mots pour ne rien dire. Bon, vous avez la parole, vous la gardez, Amir Badran. Youssef Haddad, ce dont vous parle, et il parle aussi évidemment à nos téléspectateurs qui le connaissent via ses réseaux sociaux et aussi via l'antenne d'An24 News. Vous avez vu qu'il envisage de créer un nouveau parti politique. Ce militant arabe israélien, pro-Israël, donc qui voyage à travers le monde pour porter la parole d'Israël, envisage actuellement de se présenter aux prochaines élections et pourrait, d'après une enquête qui vient de sortir, obtenir 4 sièges. Comment il fait obtenir Youssef Haddad, s'il lance un nouveau parti politique, il pourrait obtenir 4 sièges. D'après qui? Il prendrait, d'après un sondage de l'Institut Midgam. Voilà. Et donc, il détaille... Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de mots pour ne rien dire. Attendez, il détaille. Il prendrait un peu de chez Naftali Bennett, un peu de chez Otzma Yehudit, un peu du Likoud et un peu des partis de centre-droit. Et il pourrait obtenir 4 sièges. Vous avez une réaction à... Écoutez, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Vous ne croyez pas? Non, mais c'est pas que je ne crois pas. D'abord, excusez-moi du terme, le gars, c'est un guignol. Il représente personne. Il représente personne. Personne. Il représente peut-être, à la rigueur, vous savez, il est en tête d'une association. Peut-être il doit avoir une dizaine de personnes qu'il représente. Une dizaine. Pour arriver à franchir le seuil d'éligibilité, il a besoin de 140 000 voix. 140 000. OK? C'est du n'importe quoi. Une réaction très rapide, Alexandre? Très rapide. Non, mais je dirais pas qu'il représente personne, mais c'est sûr que, comme l'a dit Amir... Il est peut-être plus populaire en dehors des frontières d'Israël qu'en Israël. Oui, mais c'est un produit des réseaux sociaux. C'est-à-dire que Youssef Haddad, même si moi je salue son travail et je salue la voix qu'il incarne... Quelqu'un qui a été blessé pendant la guerre du Liban. Bien évidemment, moi je salue son parcours et je salue la force. Bien sûr, la force et le courage qu'il a. Au contraire, je pense qu'il représente des gens. Mais de là à avoir le nombre de voix pour dépasser le seuil qui est de 5%, je pense qu'il y a un écart qui est énorme. Mathieu Alterman, votre information, une information de nos amis communs d'Europe 1. Un jeune homme de 18 ans a été arrêté à Paris ces dernières heures après l'agression d'un jeune adolescent juif dans le nord de la capitale. La victime, qui portait une kippa au moment de l'agression, a été frappée et rackettée par un groupe de 5 personnes. Mathieu, on vous écoute. Écoutez, c'est quasiment tous les jours. Donc, ce sont les informations qui, malheureusement, nous surprennent peu aujourd'hui. Ce qui est le plus inquiétant, moi, c'est que dès que je vois sur les réseaux sociaux ce genre d'informations, on a en dessous 3000 commentaires antisémites, mais pas par des gens anonymes, par des gens avec leur nom. On voit exactement qui ils sont. Donc, ça va malheureusement pas s'arrêter. Nous avons un président de la République en France qui n'est pas venu manifester lors de la grande manifestation contre l'antisémitisme et qui ne s'exprime quasiment jamais sur le sujet. Donc, je suis évidemment très, très pessimiste. Et on pourra avoir la même conversation sur un sujet similaire, malheureusement, je pense, d'ici 15 jours, 3 semaines. Et c'est en cela que c'est dramatique. Alexandre Bensoussan, votre information. Un article de nos confrères d'Israël Hayom. Une controverse a éclaté autour d'un événement académique prévu à la faculté de droit de l'Université de la ville de New York, où une conférence sera donnée sur, je cite, « les utilisations des tunnels à Gaza et leur définition en tant que composante de la résistance à la colonisation ». Moi, j'y vois 3 choses. Il y a tout d'abord le sujet constitutionnel. Comme on le sait aux États-Unis, la liberté d'expression, c'est un des droits fondamentaux qu'on met sur un piédestal. Donc, par conséquent, de ce point de vue-là, on peut difficilement
aller critiquer cette conférence-là, puisque tout est autorisé aux États-Unis. Mhm. Après, ce qui me gêne, c'est, si vous me demandez de m'exprimer quant à la moralité de cette conférence, bien évidemment que je trouve ça tout à fait immoral, mais le véritable sujet qui me gêne et qui est tout à fait lié, en fait, au sujet précédent qu'on vient d'évoquer, c'est l'éventuelle causalité que cela peut créer quant à l'antisémitisme potentiel que cela va générer et des actes concrets. En général, c'est ce genre de conférence, c'est ce genre de contenu qui alimente l'antisémitisme et qui mène à des actes concrets contre les Juifs dans le monde entier. Merci beaucoup. Même à l'autre côté du monde, à Bondy, en Australie. Merci beaucoup à tous les quatre pour ce tour de l'info. Il est l'heure de marquer une courte page de pub. Restez avec nous sur i24 News. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia ? Félicitations. Vous avez un téléphone ? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés et mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir, c'est privilégier ce qui nous unit. Et bien entendre nous amène à bien nous entendre pour construire des relations de confiance. Ensemble, continuons à bâtir une humanité plus solidaire, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment ? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde ? David Jamy Group, Real Estate Opportunities.
Le grand oral sur i24 News, c'est chaque lundi à 21h30. Des politiques, des experts, des artistes, des auteurs, pour décrypter et comprendre les grands enjeux du Proche-Orient et de notre époque. Ils sont mes invités pour ce grand oral sans détour et sans langue de bois, à lundi sur i24 News. De retour sur le plateau d'i24 News, toujours avec Rachel Bourlier, Mathieu Alterman, Alexandre Bensoussan et Amir Badran. On parlait politique, on parlait des coulisses de ces élections législatives à venir en Israël avec Youssef Haddad et d'autres, peut-être une campagne qui se fera beaucoup sur les réseaux sociaux, donc des partis politiques qui utiliseront des influenceurs et des gens qui font du buzz sur les réseaux sociaux pour attirer des voix d'une certaine jeunesse qui peut-être s'est détournée de la politique en Israël. Les États-Unis exigent que le Hamas rende toutes les armes capables de frapper Israël, mais autoriseront le groupe à conserver certaines armes légères, au moins dans un premier temps, selon un projet de plan, ont indiqué des responsables et des personnes au fait de la proposition. Cette révélation du New York Times a inspiré l'équipe de SAS Débat. Nous avons posé cette question aux débatteurs. Le Hamas autorisé à conserver des armes légères dans le cadre du plan américain, est-ce qu'on marche sur la tête? Mathieu Alterman a répondu oui, Amir Badran a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 59, face à face. Numéro 2, c'est parti. Mathieu, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Amir, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Ouais. On est prêt en régie. Mathieu, c'est à vous. Lorsqu'en 1945, l'Allemagne a signé l'armistice avec les Alliés, avec le reste du monde, évidemment, l'enjeu, c'était de les démilitariser et ils n'avaient plus l'intention de raser le reste du monde. Là, on veut donner des armes à une entité qui a toujours l'ambition de raser Israël. Donc effectivement, on marche sur la tête, ça ne tient pas du tout la route. Petite arme, on dit arme de... On ne sait même pas ce que c'est d'ailleurs, ces armes-là de deuxième catégorie. Il faut rappeler que le Hamas utilise n'importe quoi pour en faire des armes. Chaque chose envoyée sur Israël est le fait parfois de choses faites de briques et de broc et forcément très dangereuses. Je ne comprends pas. Évidemment, il ne faut pas non plus humilier le Hamas comme, je cite toujours l'Allemagne, on l'a fait pour l'Allemagne en 1918, qui a été tellement humilié que ça a donné naissance au nazisme après. Mais je pense qu'il y a quand même un juste milieu. Et pour moi, ce juste milieu, il n'y a pas question, on ne peut pas trancher, on ne peut pas laisser des armes à une entité qui veut en raser une autre et qui a des en-têtes dans le monde entier qui commettent de l'influence ou du terrorisme. Merci beaucoup Mathieu. Amir, c'est à vous. Le droit du Hamas à conserver des armes légères n'a rien d'extraordinaire, c'est même pas une nouvelle. D'ailleurs, les 20 points du plan de Trump ne postulent pas autrement. Il faut rappeler que le Hamas a 3 branches essentielles qui font office de service étatique qui donne à ses citoyens. La première branche, c'est la branche politique, la deuxième, c'est la branche militaire et la troisième, c'est la branche de services humanitaires, éducatifs et autres. Ces entités sont responsables de maintenir l'ordre public pour plus de 2 millions de personnes, à un droit à la sécurité, à un droit à la défense de ces services. La réponse affirmative à la nécessité de cette arme est fondée aussi sur les données qui sont fournies par les forces de sécurité israéliennes. Depuis début 2026, il y a eu plus de victimes à cause du terrorisme juif que du terrorisme palestinien. Merci beaucoup. Amir Badran, Alexandre Bensoussan, vous êtes plutôt d'accord avec Mathieu à Paris ou avec Amir en plateau? Mais moi, je trouve que c'est un sujet qui est consternant, c'est une question qui est consternante. De base, de quelles armes on parle? Moi, le 7 octobre, en réalité, il n'y a aucune arme lourde qui a été utilisée par le Hamas. Le 7 octobre, c'est des Kalachnikov, donc des AK-47, des balles de 7,62, des grenades à main et quelques RPG. On parle que d'armes légères. Donc en réalité, on est prêt à laisser au Hamas la possibilité de conserver les armes avec lesquelles ils ont perpétré le plus grand massacre de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, où est-ce qu'on va avec cette question? On est une fois de plus dans un espèce d'amas de mots fongiques qui ne veut absolument rien dire. Après,
une fois de plus, et là je vais rejoindre Mathieu là-dessus, on est quand même en train de débattre du fait de savoir, d'intellectualiser le fait de savoir si oui ou non, on devrait quand même laisser à un organisme de pédophiles, assassins, criminels, islamistes, extrémistes, des armes ou pas. Ça ne devrait même pas être une question. Alexandre Bensoussan, il y avait sur ce plateau la semaine dernière Nathanaël Slama qui était à votre place et on parlait du fait de la reconstruction du Hamas dans la bande de Gaza, que le Hamas refusait de déposer les armes. C'est un sujet qui revient fréquemment dans l'émission, ça concerne notre quotidien et nos vies. Et je l'écoutais parler, à un moment donné, je me suis retourné face à lui et je lui ai dit « Nathanaël, vous étiez à Gaza pendant des mois, avez-vous l'impression d'avoir combattu pour rien ?» Et je vous pose la même question. Du moins, j'essaie de me dire que non. Mais je vous avoue que moi, ce qui a été le plus dur pour moi le 7 octobre, c'était en tout cas, je pense que je n'ai pas suffisamment le recul pour répondre à cette question aujourd'hui, mais en tout cas, l'une des choses qui a été la plus difficile pour moi de réaliser le jour du 7 octobre, où je suis parti ce jour même directement en réserve, ça a été de me dire que l'opération Bordure Protectrice, donc on le rappelle, qui a débuté en juillet 2014 et qui s'est finie 2 mois après, n'a servi malheureusement à pas grand-chose. Et j'en profite pour rappeler à la mémoire donc, de Jordan Ben Semoun, qui est un soldat qui était de France, de base de Lyon, qui était aussi à Egoz, qui était sergent là-bas et qui est tombé lors de l'opération Bordure Protectrice. Et c'est ce qui m'a fait le plus mal, c'est de me dire qu'en réalité, toutes ces opérations qu'on a menées, que ce soit en 2009 à Plomb Durci, que ce soit en 2014 lors de Bordure Protectrice, finalement, on se retrouve une fois de plus à retourner dans Gaza. Rachel Bourlier, le Hamas, comme l'a dit Alexandre très justement, a utilisé ses armes dites légères pour massacrer des Israéliens le 7 octobre et l'administration américaine pourrait, d'après les informations du New York Times, les laisser entre les mains du Hamas. Mais j'allais dire, à des milliers de kilomètres, c'est très abstrait pour eux, donc armes légères, aussi bien pour les États-Unis, et je vais même aller plus loin, on va dire, pour l'Europe. Mais on ne parle pas d'une police municipale pour nous, parce que ça nous parle plus pour les téléspectateurs, je dirais, en France, ou qui nous regardent et ils ne sont pas armés avec des tasers. Alexandre Bensoussan vient de le dire, on parle de Kalachnikov ou de grenades. Et vous, pour parler, on va dire, vous êtes à quelques kilomètres on va dire, pour les Israéliens, mais je ne vais même pas parler des Israéliens. De ne pas désarmer le Hamas, c'est laisser un risque pour leurs propres opposants ou pour même la population civile avec qui ils vont pouvoir mettre une pression. Donc, s'il faut juste une chose pour pouvoir avancer et qu'un accord et une paix soient possibles, il faut désarmer, démilitariser le Hamas, comme on l'a toujours dit, et il va falloir détruire les tunnels. Et si tout cela n'est pas fait, ça n'a pas de sens parce qu'on ne parle pas, bien sûr, de bisounours. Non mais attendez, vous avez raison de le rappeler, c'est pas des bisounours. Il faut avant tout exiger du Hamas qui renonce à la destruction d'Israël, ce qui n'est pas le cas. Exactement. Et puis, c'est mettre en danger leur propre population. Je ne parle pas seulement d'Israël, c'est mettre en danger les civils palestiniens et les opposants au Hamas. Donc, tout le monde est gagnant en démilitarisant le Hamas et détruisant les tunnels. Avancer des propos comme si ici on se faisait des soucis pour les citoyens palestiniens à Gaza qui ont peur du Hamas, c'est vraiment pas du sérieux. Je veux dire, je veux bien. On a vu, Amir, ils les ont tués. Non, mais c'est pas du sérieux. Non, mais alors, je vais vous poser une question. Laissez Amir finir. Amir, on les a vus les massacrer. On peut tout dire envers les Gazaouis. Mais les Gazaouis, c'est quand même un peuple palestinien qui a le droit de vivre. Et c'est tout ce qu'il est en train de demander. Maintenant, on n'est pas en train de parler d'une dizaine de personnes, comme c'était le cas de Haddad. On est en train de parler de 2 millions de personnes, voire même plus. Et ces 2 millions de personnes doivent avoir des services. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Hamas n'est pas uniquement une branche militaire. Une de ses fonctions, c'est une branche militaire, mais il y a d'autres fonctions aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais parce que j'ai l'impression que personne ici ne voit cette image, cette branche qui n'est pas quelque chose de dérisoire, c'est quelque chose d'essentiel. Ils font
fonction d'un État, même s'il est complètement détruit. Oui, mais là, Même s'il y a Amir, vous êtes plus en train rien d'admettre. qui est resté. Donc, Non, mais là, attendez, Amir, vous Amir. êtes donc par Amir, conséquent en train écoutez, d'admettre Écoutez, si que vous le voulez, Hamas est avec- représentatif des Palestiniens de Non, Gaza. non, je dis que Si, pour c'est ce l'instant, que vous avez je dit. dis que pour l'instant, c'est ce qui existe. Si, Que l'on c'est ce qui veuille ou pas. existe. Donc, par C'est ce qui conséquent, mais existe. c'est ce qui existait en cas, 2006. laissez-moi terminer. Non, mais en tout cas, C'est ce qui a perpétré, justement. En tout cas, on a toujours dit Pas l'un sur l'autre. que ce qui nous mène, c'est en fait le plan, les 20 points de Trump. Mathieu, Et je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit d'ailleurs il y a plusieurs Non, mais- semaines sur ce même plateau, Amir, que les 20 points ne posent-ils pas autrement. Elle ne Mathieu. dit en aucun cas qu'il y aura un désarmement Non, mais- total. Mathieu Alterman. Amir, vous ne pouvez pas faire semblant d'ignorer que la branche armée du Hamas se féliciterait qu'on autorise ces armes légères. Ils vont utiliser justement pour leur communication cet élément. C'est évident. Enfin, on ne parle pas d'une police dans le cadre d'un régime démocratique. Vous êtes en train de nous parler du Hamas qui a certes un rôle politique, évidemment, mais vous nous en parlez comme si c'était une police d'un État démocratique qui respecte les libertés individuelles et où il n'y aurait aucune élimination de l'opposition, ce qui n'est absolument pas le cas. Alexandre Bensoussan, cette information, est-ce qu'elle va peut-être pousser Israël à réengager des combats dans la bande de Gaza? On voit déjà qu'il y a des éliminations sporadiques qui sont effectuées par Tsahal et on sent que la situation, ou du moins ce qui a été conclu, échappe, on va dire, des mains de tous les... Pour l'instant, ce qui se passe à Gaza, c'est un peu ce qui se passe de façon similaire au Hezbollah, c'est-à-dire il y a un Aussi au sud cessez-le-feu contre le Hezbollah au sud Liban, avec des éliminations ciblées que les États-Unis autorisent à Israël. Qui sont en flagrant délit concernant ce qui a été signé. C'est-à-dire que l'accord signé dit qu'il ne faut plus y avoir des attaques militaires. Et Israël ne respecte pas ce qu'elle a signé. Un acte terroriste, c'est-à-dire que, par exemple, un terroriste qui va sortir d'un tunnel pour attaquer un poste de soldats qui est sur la ligne jaune du plan Trump est aussi en désaccord avec ce qui a été signé. Donc, par conséquent, une élimination ciblée de terroristes dans ce cadre-là ne va absolument pas en désaccord avec ce qui a été signé précédemment. Et il y a aussi une question, maintenant qu'on a mis l'accord de côté, il y a aussi une question morale et donc de guerre qui se pose, c'est de savoir si véritablement le fait de cibler un terroriste, par exemple, comme le terroriste qui avait assassiné Noah Marciano, qui a été éliminé il y a quelques jours, est-ce que le fait de l'éliminer, c'est quelque chose qui est souhaitable? C'est un débat qui est moral. Moi, je pense que même si un accord a été signé, c'est une cible qui est souhaitable d'éliminer, et pour le poids que ça a vis-à-vis de la population, et militairement parlant. Donc justement, vous êtes en train de justifier ce que je viens de dire, que ces actes militaires qu'Israël est en train de commettre ne sont pas des actes contre quelqu'un qui a une menace qui émane de lui, mais en fait, ce sont des actes que Israël prend l'initiative à faire parce qu'elle trouve que c'est quelqu'un qu'elle veut liquider. Et de ce fait, c'est encore une fois une brèche de cette. Merci à tous les deux. Peut-être une brèche, mais je suis d'accord avec elle. Rachel Bourlier, j'aimerais vous entendre sur ce qui a été dit sur ce plateau à Tel Aviv et ce qu'a dit aussi Mathieu. Écoutez, moi je pense qu'Israël doit bien évidemment empêcher ce cycle infernal. Il ne doit pas, un 7 octobre ne doit pas se renouveler. Hein. Donc bien évidemment, il est impensable de laisser à nouveau des armes dites légères entre les mains d'un groupe terroriste. Alexandre Bensoussan, j'aimerais vous entendre, encore une fois, un petit pas de côté par rapport à la situation dans la bande de Gaza. J'imagine que peut-être aussi vous avez vu cette information circuler, et sinon, je vais vous la prendre et vous allez très vite comprendre vers où je veux aller. Une information de nos confrères du Point, et plus précisément de la journaliste Nora Bussini. Vous connaissez Nora Bussini? Oui. Elle a écrit un livre Bien sûr. qu'elle a infiltré la France insoumise, certains milieux Tout à fait. islamistes. L'Union juive française pour la paix est soupçonnée de financement du terrorisme. Cette association antisioniste, fondée en 1994, qui collecte des fonds pour Gaza, dont on parle actuellement, est visée en France par une enquête préliminaire du parquet national antiterroriste. Est-ce que ça vous surprend d'apprendre cela? Ça surprend personne. La question, c'est de Parce qu'ils savoir si c'est servent des de gens... caution morale. Ce sont les bons juifs de la France insoumise et de l'extrême gauche. Bien sûr. Mais la question, c'est de savoir si c'est des gens... Vous savez, en droit, il y a la notion de cécité volontaire. La notion de cécité volontaire en droit pénal, c'est le fait d'avoir volontairement fermé les yeux sur une situation dont on connaissait les conséquences. Est-ce que ce sont des gens
qui ont agi par bonne conscience morale, on va dire extrêmement candide et idiote, ou est-ce que ce sont des gens qui ont volontairement fermé les yeux tout en sachant que cet argent allait arriver dans la poche de terroristes? Vous savez, que ce soit l'un ou l'autre, je trouve que c'est tout à fait condamnable. Rapidement. Ouais, je vais vous donner un exemple de la foleté, de cette folie qu'on est en train de vivre avec ce gouvernement. Médecins sans frontières sont considérés comme presque des terroristes. Parce qu'ils n'ont pas voulu fournir presque des terroristes. La liste de leurs employés palestiniens. L'UNRWA, ce sont des terroristes. D'ailleurs, ils ont été, pour le gouvernement, ils ont été tous leurs... Il y a des membres de l'UNRWA qui ont participé au 7 octobre. OK. Je peux vous continuer avec une liste je peux vous répondre aussi avec d'associations de droits de l'homme qu'Israël voit en elles des terroristes. Voilà. Parce qu'ils ont commis des actes terroristes. Tout court. Alors, nous, on la liste est grande. Mathieu, elle est très longue. Attendez. Vous avez parlé, Mathieu, après, il faut qu'on avance. Notre invité nous attend. Mathieu. Amir, je suis désolé, mais dans la vie, c'est pas vous qui avez raison et tout ce qui n'est pas en accord avec ce que vous pensez qui est faux. C'est un peu plus subtil que ça. Il y a eu effectivement des gens, on a vu, qui avaient participé à des actes de terroristes et c'est pour ça qu'on a mis hors de nuire ces associations. C'est pas gratuit. Ils n'ont aucun intérêt à Israël à interdire volontairement ces associations en sachant en plus les répercussions médiatiques que ça va avoir. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Médecins sans frontières et j'ai beaucoup de respect pour plein d'organisations internationales qui travaillent pour les droits de l'homme, même si le gouvernement israélien veut croire que ce sont des terroristes. Merci à tous les quatre pour vos arguments lors de ce débat sur Gaza. Sorti en juillet 2025, le film déjà culte Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan continue sa vie avec des nominations pour les Césars 2026. Interview du tac au tac avec Monsieur Roland Pérez. Bonsoir Roland Pérez, merci d'avoir accepté notre invitation dans Ça se débat sur i24 News. Félicitations dans un premier temps pour les nominations aux Césars de ce film. Comment avez-vous accueilli ces bonnes nouvelles ? Alors, c'est Leila Bekti qui m'a appelé en premier, son premier coup de téléphone, dès qu'elle a appris qu'elle avait été nominée, eh bien, elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà, tu es mon premier coup de téléphone. Sans cette histoire incroyable, sans ce livre, sans ta maman, sans l'héroïne qu'est ta maman, eh bien, je n'aurais probablement pas eu la chance d'interpréter ce rôle et c'est un rôle qui va me marquer à vie et voilà, je suis extrêmement ému grâce à cette histoire et bien d'obtenir une nomination au César. Et on rappelle à nos téléspectateurs que Leila Bekti dans ce film joue le rôle de votre maman. Oui, elle joue en fait, lorsque moi je suis né, ma maman avait 30 ans, elle était déjà maman de 5 autres enfants, donc à 30 ans elle a eu son 6e enfant et on va suivre le parcours de cette mère hors norme, de ses 30 ans à 85 ans. Donc elle va jouer le rôle de 50 ans de vie et elle le fait de façon, on va dire, miraculeuse, elle est prodigieuse, vraiment j'en ai oublié ma maman tellement elle l'a joué avec une vérité, une authenticité, une force, une conviction, une détermination. C'est vraiment une des plus grandes comédiennes françaises, je crois. Roland Pérez, est-ce que vous confirmez que ce film a été vendu dans 55 pays, dont les États-Unis ? J'ai vu cette information circuler en travaillant cette interview. Oui, absolument. Le film a été vendu dans 55 pays. On a eu la chance de le présenter personnellement, alors moi et Sylvie Vartan en Bulgarie, moi tout seul en Israël. On a été avec Jonathan au Canada. Le film également a été présenté par Leila en Italie et en Allemagne. Et les États-Unis, là je pars à Atlanta dans quelques jours, j'avais fait New York pour le festival des films juifs, il a à chaque fois fait l'ouverture de ces festivals, comme à Toronto, où il a eu le prix du film, du meilleur film. Et puis à partir de septembre, une grande tournée va être organisée dans tous les États-Unis avec ce film. On va les uns et les autres, je pense, participer à cette tournée. Magnifique. Rachel Bourlier, vous avez une question pour Roland Pérez. Oui, bon, tout d'abord, bonsoir, mon Roland. J'ai montré le roman. Bonsoir. J'ai montré le roman. Alors,
tu viens de le dire, on se tutoie parce qu'on est amis dans la vie, que tu voyages avec ce film. Tout d'abord, j'aimerais te dire qu'on est beaucoup de mères juives. Quand on voit ce film et qu'on entend Laïla dire Shikobara, on est bouleversé parce qu'on l'a dit beaucoup à nos enfants. Et tu pars avec ce film. Est-ce que tu te rêves d'une adaptation américaine? Et si c'est le cas, est-ce que tu as une idée de qui pourrait jouer Sylvie Vartan et surtout, bien évidemment, Esther. Sylvie Vartan, personne ne la connaît aux États-Unis, donc déjà. Oui, mais une adaptation, une actrice américaine et surtout qui pourrait jouer Esther, ta maman. Alors, il est vrai que Gaumont a reçu, alors rien n'est évidemment formalisé, mais c'est vrai que un producteur américain s'est intéressé à un remake du film, et il pensait dans le remake du film que déjà l'artiste qui pourrait être le rocher de cet enfant, eh bien, ce serait Barbara Streisand. Barbara Streisand, donc, qui pourrait être approchée pour jouer en fait l'artiste iconique que joue Sylvie Vartan dans le film. En revanche, pour les acteurs qui pourraient jouer la mère ou qui pourraient jouer Roland, on n'a pas encore d'idée, mais je pense que voilà, c'est le producteur, le remake, celui qui ferait éventuellement le remake, qui proposerait, et on n'aura certainement pas d'ailleurs notre mot à dire, parce qu'à partir du moment où le remake est décidé et que Gaumont avec moi accepte que ce remake soit fait, à partir de là, je pense qu'il y aura une liberté artistique quant à l'adaptation et quant à surtout le rôle des artistes, enfin des acteurs. Non, j'ai pas d'idée encore. J'ai pas d'idée. Je m'y suis pas penché parce que je pense que là, ce rêve est trop grand, trop fou, trop. Déjà, cette histoire est folle. Déjà, ce film qui a réuni plus d'1 500 000 spectateurs, qui a été le deuxième plus gros succès après Les Tuches en 2025 dans le cinéma français. Et Dieu sait que c'est compliqué aujourd'hui de faire venir les spectateurs au cinéma. Donc c'est déjà un rêve qui est devenu réalité. Ça paraît fou. Donc écoutez, pourquoi pas, bien sûr, on peut continuer à rêver, mais là je me pince déjà tous les jours. 2 Césars, 2 nominations, meilleure actrice pour Leila, meilleur décor pour Riton Dupré. C'est déjà des cadeaux de la vie. Est-ce qu'à Tel Aviv, vous avez vu ce film? Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Je vous le recommande. Je ne l'ai pas encore vu. Vous non plus? Plaisir. Vous non plus. Il faut absolument voir ce film. Roland Pérez, vous étiez venu dans nos studios à Paris à l'époque avec Benjamin Pétrouvert pour présenter le livre à l'époque. Ce livre est devenu un film. C'est quoi la suite? La suite, c'est qu'on travaille sur la suite du film, qui est aussi la suite que j'avais fait en livre, qui s'appelait Ma mère Dieu Elidzi, où je reviens dans le détail de ma rencontre avec mon épouse rêvée, la maman de mes 3 enfants, qui nous a hélas quittés à 40 ans, et je racontais cette épopée absolument incroyable de cette femme, de cet amour entre les petits mouchoirs et nous irons tous au paradis. C'est un peu ça l'histoire. Et puis où Esther joue encore un rôle important. Et puis il y avait la suite également avec le papa qui reste seul avec ses 3 enfants, qui s'appelle Bonne fête des mères, papa. Et nous travaillons avec Pascal Elbé aujourd'hui, toujours pour la Gaumont, toujours pour Sophie Tepper, qui sont les producteurs. Nous travaillons à la suite en scénario, et que le film serait possiblement réalisé normalement par Pascal Elbé. Magnifique. Merci beaucoup, Roland Pérez, d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Je salue Mathieu Alterman, que je connais bien et que j'aime beaucoup aussi, avec lequel nous sommes sur... Vous avez vu ce beau plateau autour de moi. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir ces débatteurs magnifiques autour de moi. Merci beaucoup, Roland Pérez. À très vite sur i24 News. C'est l'heure, à présent, de la carte blanche de Julien Lassalle, carte postale depuis le Maroc. Les Raphaël, mariage au Maroc, partie 2. Je fais tenir mon tel avec une statue. À tout moment, ça tombe. Je suis à l'hôtel. C'est pour ça que je parle doucement. Tout à l'heure, c'était la roupa. Le ciel, il était noir. Et une demi-heure après, il a fait beau. Voilà, je serai les mariés. J'ai envie de pleurer. D'ailleurs, le chanteur de la roupa, c'était Mickey Ceremony. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Mickey Ceremony, c'est un peu comme Julien Lassalle dans le stand-up. Voilà, c'est le très très haut niveau. D'ailleurs, à mon mariage, je sais que c'est lui qui va chanter. C'est le meilleur. Je réfléchis aussi d'ailleurs à me marier au Maroc. C'est incroyable. Voilà, ce matin, le marié, il a fait du chameau. Ensuite, il s'est marié. Et là, il joue au paddle. C'est une dinguerie. Et dernière chose, j'ai aussi commencé à réfléchir avec quelle femme me marier.
parce que c'est quand même le plus important si je veux me marier, quoi. Et la phrase que tout le monde dit, ça sert à rien de chercher, ça arrivera au moment où tu t'y attends pas, bah c'est réel. Voilà, c'est complètement réel. Ça fait quelques semaines que je fais des feintes un peu à Dieu. Je lui fais un peu croire que genre je cherche pas, je suis à fond dans le boulot, I24, puis au lycée, mais non, je sais faux, Raph, je cherche, je regarde un peu. Des fois, je m'y attends un peu, mais au final, non, ça marche pas, puisque ce soir, je vais dormir avec mon pote dans le même lit. Voilà. Sinon, d'ailleurs, on m'a reconnu, Raph, grâce à I24, mais c'est que des mamies qui me reconnaissent. Voilà, c'est cool, mais du coup, quand elles me voient, elles me parlent, elles me conseillent pendant des heures, et moi, au fond, je sais qu'il n'y a pas moyen. Voilà. Et je parle pas pour moi, je parle pour elles. Parce que peut-être que mon mazal, c'est la mamie tout à l'heure qui me regarde sur I24. Et alors celle-là, j'aurais vraiment pas menti à Dieu. Hein. Ça serait vraiment arrivé au moment où je m'y attends le moins. Voilà. Bon, allez, Raph, je te laisse. Il y a Josiane qui m'attend et je vais à la soirée. On se voit demain à Paris. Bisous. En fait, il faut savoir quelque chose. C'est que le monde est tellement petit que Julien Assal est en fait au mariage d'une ancienne collègue d'I24 News qui s'appelle Jenna, avec qui j'ai grandi moi-même à Sarcelles. Alors vraiment, le monde est tellement petit. Tout à l'heure, il m'envoie, Julien Assal, une photo, un selfie avec le cousin de Jenna, qui était à la fac de droit de Nanterre avec moi. Et je lui dis, mais en fait, t'es au mariage de Jenna, parce que tous mes amis, beaucoup d'amis à moi, y sont, ils mettent des stories sur Instagram. Donc je me suis dit, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui se marient au Maroc. Et là, la coïncidence est assez incroyable. Donc, Julien, c'est le meilleur ami du frère du marié. Voilà. Et d'ailleurs, on va embrasser aussi, évidemment, toutes les mamies qui nous regardent. Voilà, c'est notre public, c'est des mamies. Voilà, donc toutes les mamies, on vous aime. Restez avec nous sur I24 News. Tout de suite, le journal. Et la mère de Rachel aussi, hein. La mère de Rachel, rappelle, qui est mamie, évidemment. Le journal de Sandy Fortis. Merci à tous les quatre. Restez avec nous sur I24 News.